Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Survivors. Aujourd'hui, nous accueillons une personne très spéciale. Elle est naturopathe, mais elle a eu un parcours assez atypique. Là où beaucoup de personnes auraient jeté l'éponge, elle a trouvé une force pour pouvoir rebondir par la suite. Je n'en dis pas plus. Elle pourra en parler tout au long de notre podcast. Et on n'est pas seul. Je suis accompagnée de mon superbe binôme, Hello. Monsieur Nicolas Lemaire, avec qui nous animerons cet épisode aujourd'hui. Alors déjà, merci Angélique d'avoir répondu à Merci notre beaucoup, invitation. Merci, Et merci à vous. bienvenue dans notre podcast. Merci à vous, je suis honorée de votre invitation, vraiment. Thank you, c'est nous qui sommes honorés. Ouais. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, mon parcours, donc, je suis dirigeante de ma société aujourd'hui. J'ai tout de suite été auprès de l'humain, puisque j'ai été en RH et ensuite en tant qu'agent public, en tant que conseillère de l'emploi, consultante en reclassement professionnel. Donc, j'ai œuvré environ 17 ans pour accompagner les gens sur la sphère du changement, emploi, formation, création d'entreprise. Et donc, c'est un métier que j'ai adoré. Et pour moi, je fais le même métier qu'avant, mais sur un autre domaine. Voilà, j'accompagne toujours les gens, mais à la cause de la cause d'un manque de passage à l'action, la compréhension de pourquoi on ne va pas aller se relever après un échec, justement, comment on va comprendre un comportement, pourquoi on va se lever fatigué dès le matin. Et voilà, c'est mon métier aujourd'hui et je suis donc naturopathe. Et pourquoi tu as décidé de devenir naturopathe? Plus de moyens dans mon ancien métier pour pouvoir œuvrer. Voilà, on avait un manque d'outils et donc je suis assez électron libre. Donc je me suffis pas de ce que l'on peut me donner, voilà, et même des explications. Donc j'ai changé de parcours et c'est la vie qui m'a emmenée vers justement tout ce qui était naturel. J'étais assez branchée déjà à l'alimentation, je me posais beaucoup de questions, tout ce qui était naturel, les plantes. Et puis, lors d'un voyage au Québec, je suis tombée sur une école au Québec qui présentait le métier de naturopathe. Et là, je me suis dit, OK, c'est ce que j'ai l'impression de faire depuis perpète, sans réellement savoir ce que c'était. Et puis, j'ai découvert le métier qui est assez mal connu. Voilà. Donc, tu as fait une école au Québec. Et j'ai fait donc une école à Paris. Quand je suis Paris. revenue de mon voyage, Combien de temps ça? c'était en 2016. Voilà, et donc cette école au Québec était jumelée avec une école parisienne. Et du coup, je suis rentrée à Paris. J'ai été à une information collective auprès d'une école. Et puis, je me suis inscrite dans la foulée et l'aventure est partie. Est-ce que tu peux redéfinir, s'il te plaît, ce que c'est qu'un naturopathe? Oui, alors je vais avoir ma définition qui va peut-être pas forcément rejoindre certaines définitions. En tout cas, le métier n'est pas très bien connu parce que souvent, d'ailleurs, quand je pose la question, on me dit métier de naturopathe, c'est se soigner de façon naturelle. Voilà, dans les grandes lignes. C'est vrai que naturopathe, il y a nature dedans, naturel. Ça, donc, et puis on voit les produits naturels. c'est vrai que l'inconscient Quand moi je vois collectif. ça, je fais ah ouais, c'est pour acheter des choses naturelles, quoi. Exactement. Et en fait, ça, c'est un outil que l'on va utiliser. On a une grande valise avec plein de solutions sur plein de techniques. Et en réalité, notre métier, c'était la définition d'ailleurs d'un de nos profs à l'époque. Moi, donc j'ai fait l'école du Sénato à Paris. Et notre prof nous disait qu'on était les Dr House, mais en version naturelle. Ça vous parle? J'aime bien, ouais. C'est sympa, ouais. Et ça me parle bien. Belle idée. Ouais. Voilà, donc on est comme pour la médecine chinoise ayurvédique, la naturopathie qui est notre médecine ancestrale, nous permet en fait de faire des liens, de comprendre
et d'enquêter par rapport aux différentes causes et de remonter à la cause de la cause de la cause pour voir le symptôme qui est un marqueur qui va nous permettre justement de comprendre et de mettre en place des choses. Et du coup, c'est qui le portrait robot type des personnes qui viennent te voir? Eh bien, c'est une personne qui va être en santé, qui est très intéressée déjà par tout ce qui va être naturel et qui veut continuer à être en bonne santé et continuer à vouloir se former. Et au contraire, ça peut être des personnes qui sont en errance médicale, ils ont tout essayé et du coup, tu es l'unième solution peut-être pour comprendre. Et donc voilà, c'est des personnes qui peuvent se lever le matin fatiguées, qui sont en dépression depuis perpète, qui sont en traitement depuis aussi perpète, des personnes qui ont un manque de motivation, qui se lèvent le matin, qui ne sont pas forcément eux-mêmes et qui ne comprennent pas. Et donc voilà, l'idée c'est de remettre du bon sens et de la logique. Donc, ça soigne plusieurs maux, si on peut dire ça comme ça. C'est Fatigue, stress, anxiété, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? C'est une médecine holistique. Quand donc, on parle d'holisme, c'est vraiment le global. La tête est attachée au corps, c'est un fait indiscutable. Donc c'est là où du coup, moi je me suis spécialisée en neurosciences cognitives. Donc le fait de comprendre les cerveaux, c'est pour moi le Graal. Voilà, donc il y a une dimension aussi psychologique. Bien sûr. Tu étudies le comportement des gens, pourquoi est-ce qu'ils font ça. Donc tu es un petit peu psy et un petit peu une Dr House, mais avec des produits naturels, c'est ça? Absolument. Alors, je ne suis pas psychologue, même si dans mes études et dans mon ancien métier, j'étais formée à la psychologie, bien évidemment. Mais c'est effectivement le domaine, différents domaines qui, quand on parle d'holisme en naturopathie, c'est les différents plans de l'être. Il y a le plan physique. Là, il y a le plan bioénergétique très rattaché au niveau des intestins. Il y a le plan émotionnel, mental, spirituel, écoplanétaire, socioculturel. Tous ces plans-là, il peut y avoir un barrage. Et c'est là où, du coup, nous, ça nous donne des marqueurs et des liens. C'est des énergies. Parce que la dernière fois qu'on s'était vus, je me souviens, tu m'avais pris la main. En tout cas, tu avais regardé ma main. Et tu m'avais dit tout un tas de choses sur qui j'étais. Alors, qu'est-ce que tu as vu dans sa main? Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais du coup, c'était assez bluffant. Alors, il n'y avait pas tout à fait de l'exactitude, mais il y avait d'une part de vrai. Et c'était assez bluffant. Et comment, justement, t'expliques ça? Alors, dans notre métier, on est formé aussi en morphopsycho. Donc, tes mains, les zones de ton visage... les différents signes que tu vas avoir sur ton visage va nous parler. La peau. Tu veux dire la morphologie du visage, les traits du visage? Les traits du visage. Ou la proportion de... Les couleurs que tu vas avoir au niveau du visage, au niveau des yeux, les rides que tu vas avoir, différents niveaux par rapport au front. Tu peux nous donner 2-3 exemples? Ouais, tu peux, je sais pas... Bon, on peut jouer le jeu. Hein, écoute, vas-y. Alors moi, j'adore ça. C'est un petit jeu que j'aime beaucoup faire parce que quand je veux faire le buzz, c'est aussi le fait de fais-moi voir tes mains, je te dirai qui tu es. Et dans les marqueurs de morphopsycho, ça nous permet de voir par rapport à différents marqueurs, les doigts par rapport à la paume, la longueur des doigts, la forme des doigts, la forme des ongles, la forme de la main complète, les lignes de la main, si elles sont marquées peu nombreuses, ou au contraire, lignes nombreuses et peu marquées, va nous donner aussi beaucoup d'indications. Hippocrate nous a légué en fait 4 natures que l'on a donc en nous. Il y en a une qui va être prédominante, une deuxième qui va être plus rapprochée, les autres plus éloignées. Au même titre que les tests psychologiques qu'on a pu faire dans le boulot pour les recrutements, le DISC, l'énéagramme, l'Assess First, ça vous parle ? Le disque, oui. First, non. Et ça, c'est des grilles de lecture qui nous permettent aussi, en fait, de mieux communiquer, de mieux comprendre comment on réagit. Finalement, un peu lié à ton ancien métier de RH et de l'emploi, parce que vous utilisez ce genre d'outils. Oui, on en utilise aussi pas mal. Donc, du coup, moi, j'étais formée aussi en PNL, en analyse transactionnelle. Donc, tous les outils que j'ai depuis mon parcours me permettent aussi d'avoir une sensitivité
Et qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens, justement, qui ont des doutes? Parce que, oui, évidemment, c'est ton métier, c'est ton expertise, tu es professionnel, mais il y a aussi beaucoup de charlatans et des gens qui se disent experts, mais qui ne le sont pas du tout. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire, pas de la justement, par rapport à voyance. ça? C'est certainement pas de la voyance. Et en plus, hier, j'ai fait ce petit jeu encore, il y a pas donc hier, et je dis non, certainement pas. Je ne suis pas voyante, je ne suis pas médium. Ça reste des observables. C'est des marqueurs. Donc, Bah, il y a moi, je veux des... bien. Il y a des... Faire Bah, un si mais tu test. avec si tu veux bien plaisir, le faire avec Tocine. Tocine. Bah Ouais, oui, rapidement. Fais Moi, voir, comme ça. traits sont très marqués. comme ça, voilà. Tourne. Il y a effectivement des marqueurs de bilieux. Donc, c'est nature. C'est 4 natures. Il y a le bilieux, le nerveux, le sanguin et le lymphatique. Donc, tu aurais du bilieux et du nerveux. Le bilieux, c'est une personne qui est... c'est un peu la caricature du militaire, une personne qui a besoin de s'aboutir, qui sait où il va, qui ne sait pas forcer. Ouais, parce que ça me rappelle à ce qu'elle m'avait dit aussi. La nature du militaire. Oui, un peu la caricature du militaire, sans forcément d'être dans quelque chose de très dur, mais le côté très organisé, qui peut être autoritaire, qui peut être directif, mais c'est quelqu'un de déterminé surtout. En fait, il sait où il va. Même si c'est quelqu'un qui peut être bordélique dans la vie, dans sa tête, c'est assez clair. Voilà, même s'il peut être perdu. C'est une personne, du coup, ces natures d'ailleurs nous permettent aussi d'avoir des prédispositions santé, de savoir un petit peu comment tu vas t'adapter au stress, à ton environnement. Et du coup, ces prédispositions santé, justement par rapport au bilieux, ça nous dit, on le dit bilieux parce qu'il se fait de la bile. C'est un anxieux de nature. C'est une personne, du coup, qui peut s'inquiéter. Voilà. Et du coup, quand cette ambivalence, pour le faire vivre, justement, déterminé et en même temps inquiétude, comment on fait? C'est le dosage aussi quand on sait où on peut glisser, puisque du coup, la prédisposition du bilieux, c'est faire attention à son foie. Ça peut être des personnes qui peuvent avoir été enfants malades dans les transports, même ça peut rester au niveau de l'adulte. Et du coup, voilà, son foie, il faut le chouchouter. La symbolique du foie, c'est colère, frustration. Donc, du coup, c'est beaucoup d'émotions dans tout ça. Et comment on le traduit? Voilà, c'est des choses, moi, que je fais pratico-pratique. D'accord, pas d'accord? En termes de je sais où je vais et je sais ce que je veux, oui, ça c'est clair. J'ai parfois le mal de mer, pas tout le temps, ça m'arrive. Donc ça, oui, je peux le dire. Ouais. Ces deux-là, c'est vrai. Tu peux me redire? Allez. Oui. Je sais que tu aimes bien ça. Ça. Retourne. Ouais, mais tu as du bilieux et du nerveux pareil. Ouais. Ah ouais, bah, on est pareil. On est pareil. Ouais. Mais je crois que j'avais souvenir de ça, de cette description. Pareil. Quoi? Mais je n'ai pas ni le mal de mer, ni le mal de transport. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est là où, du coup, ça reste des grilles de lecture. Oui, on range pas dans les cases. C'est vraiment des indications qui vont nous parler, peut-être pas. Moi, ce qui m'a interpellée un jour, c'est une cliente qui est venue parce qu'elle s'est levée un matin et elle ne se retrouvait pas, elle ne se reconnaissait pas. Elle avait des réactions inconnues. Son mari il s'engueulait énormément à cette époque-là parce que justement, elle partait dans tous les sens. Elle partait beaucoup en colère. Et c'était une sanguine. Concrètement, d'ailleurs, on peut utiliser ce vocabulaire pendant une conversation. Lui, c'est un sanguin, lui, c'est un nerveux. C'est deux natures complètement différentes. Le sanguin, c'est une personne qui est dans les excès. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime la vie, qui est jour, nuit, blanc, noir. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est des personnes qui vont être très tranchées. Très entières, quoi. C'est ça. Très entières. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui peut te mettre un coup de poing dans la gueule parce que c'est un colérique. C'est quelqu'un qui, dans un embouteillage, il y a un truc qui va lui prendre la tête, tu vois, et ça va être quelqu'un d'impulsif. Et pour autant, cette femme-là ne se retrouvait pas du tout parce que, en fait, elle a été éduquée en étant lymphatique. On l'a posée là, il fallait pas qu'elle bouge.
C'était pas sa vraie nature. Et là, à son âge, elle avait 55 ans à l'époque, elle retrouvait en fait cette trame de sa vraie nature et elle l'exprimait. Elle disait merde, elle disait je veux plus, elle disait non. Et c'est là où du coup parfois, quand on parle de crise de la quarantaine, bah, parfois c'est pas tant on pète un câble, mais c'est C'est mieux se connaître. On se réapproprie. On se réapproprie qui on est. On apprend un peu plus à savoir dire non et surtout ce que on ne veut plus. Déceler un peu plus ce que l'on veut et l'exprimer. Donc, bah, c'est là où, du coup, c'est juste génial d'avoir un outil comme là, la naturopathie, et apprendre à déceler un petit peu mieux sa nature pour faire les meilleurs choix, pour Donc gagner un temps précieux. tu conseilles par rapport à ce que la personne te dit, mais aussi par rapport donc à la morphologie, aux mains, Oui. plein d'autres détails, j'imagine que tu donc Plein de quelqu'un questions. qui vient dans C'est ton ça cabinet, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe? Alors, moi, mon métier, en règle générale, ça se fait donc en consultation, one shot, une personne qui vient consulter une fois. Il y a du suivi ponctuellement, 3-4 fois par an peut-être. Moi, mon métier, c'est de l'accompagnement. En fait, l'idée, c'est j'aide les personnes à mieux se connaître. Je vais mettre en place un programme, mais je vais surtout les aider à changer durablement une habitude. Vous avez tous, à un moment donné, eu des bonnes idées dans le sens où, pas les bonnes idées, mais en début d'année, à la rentrée, on a les résolutions. On a les résolutions, merci. Ouais. Les bonnes résolutions. Ne jamais, d'ailleurs. Et c'est là où, du coup, en fait, quand on a des bonnes résolutions, je veux faire un régime, je veux reprendre le sport, ça dure quelques semaines, allez, max 3 mois, et en réalité, ça ne perdure pas. Bah, pourquoi ? Parce que justement, ce changement d'habitude, c'est changer une routine en réflexe, en automatisme, et recréer un chemin neuronal durablement. Et ça ne se fait pas tout seul. Donc, c'est vraiment un mécanisme au niveau du cerveau pour ancrer durablement un changement d'habitude par rapport à son pourquoi. Et c'est là où aussi, on parle beaucoup de développement personnel. Ça, c'est hyper important. La personne peut venir pour quelque chose, mais finalement, tu constates que c'est pas du tout pour ça que tu vas peut-être l'aider. Oui, par le soigner, questionnement aussi, parce que j'ai une anamnèse. Moi, j'ai créé aussi un outil de bilan de neuronutrition. J'ai mené une étude clinique durant près de 3 ans sur près de 200 personnes pour évaluer justement les déséquilibres du cerveau, en tout cas les marqueurs sur la santé mentale également, santé physique et émotionnelle, pour justement déceler c'est quoi les causes. OK, qu'est-ce qu'on en fait derrière ? Bon, il y a des carences, on va mettre en place des choses. Et derrière, que ça soit l'alimentation, l'activité physique, la psychorelax, toutes les routines, même au niveau de la peau, puisque mon axe global au niveau du travail, c'est intestin, cerveau, peau. Et bien là, en fait, on fait des choses remarquables parce que tous les barrages que l'on n'a pas conscience, même des choses sur la peau que l'on se met, mais qui peuvent provoquer aussi une inhibition à la production des neurotransmetteurs, qui sont vraiment les messagers chimiques qui nous donnent en fait la bonne information pour que les organes aillent bien. Là, pour le coup, nous, on fait des liens assez formidables au niveau organique, au niveau physiologique. En tout cas, c'est très intéressant et c'est vrai que de l'expliquer comme ça permet justement de bien le comprendre, parce qu'on ne connaît pas du tout cette pratique, et naturopathe, c'est tellement vaste que c'est... Et si on doit reprendre les fondamentaux justement de comment tu as débuté, de le pourquoi, de ton vécu, quelles ont été les difficultés rencontrées par rapport à ça ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, difficulté, est-ce que c'est une difficulté d'être issue d'une famille de femmes ? Je suis la petite dernière de 4 filles, principalement que des femmes. Donc, tu commences dans la vie, déjà, tu es conditionné à te dire l'homme ne sert pas à grand-chose. À procréer peut-être. Allez. Désolé. Si, il peut t'aider à faire la mécanique. Voilà. Mais ton père était là ? Non. Donc, tu avais un père absent ? Oui, les hommes étaient très absents au niveau de la famille. Mon grand-père est décédé, moi j'avais 3 ans, donc j'ai pratiquement pas connu. Et puis,
Et puis, du coup, voilà, tu commences à, à te lancer dans la vie pro. Tu es confronté aussi à des hommes. Donc, il faut trouver sa place. Donc c'était plutôt une éducation matriarcale, Oui, c'est ça? absolument. Ou s'il y avait vraiment la mère qui était Maman, là. grand-mère et tes 4 sœurs. Oui, Et tes 3 sœurs parce que tu es la cadette. c'est ça. Et c'est ça qui t'a aussi fait évoluer dans Oui. ton expertise par la suite? Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de pouvoir évoluer et prendre ma place dans un monde d'hommes, parce que j'étais attendue garçon. Donc je devais m'appeler Jean-Jacques apparemment. Comment tu devais t'appeler? Jean-Jacques. Ah, pas mal, Jean-Jacques. Je devais, voilà, on m'attendait à 99% garçon, donc j'étais le messie après 3 filles. Donc j'étais garçon manqué jusqu'à mes 12 ans peut-être. Et donc je fonctionne un peu comme un mec. Et ça m'a aidé aussi à trouver en fait ma place, mais en même temps, voilà, d'œuvrer entre les différentes personnalités. On n'est pas toujours soi-même avec tout le monde. Et donc, du coup, ça peut être aussi une difficulté de ne pas trouver comment on va réagir aussi face à des personnes quand tu as été conditionné à avoir une certaine façon de penser, comment tu dois évoluer voilà, dans un monde où tu as une hiérarchie aussi. Donc souvent, ma sœur me disait, t'es pas faite pour être salariée. T'as un problème. Dire que ton éducation, t'as déjà ton éducation de base était là pour te dire, te donner la voix en disant le salariat, c'est déjà pas pour toi. Oui, c'est déjà. Mais 17 ans quand même de salariat. Mais 17 ans quand même. Ouais. Ma première créa, j'avais 25 ans. Malgré tout, j'ai toujours eu beaucoup d'initiatives indépendantes. Et donc voilà, l'esprit entrepreneurial, je l'ai depuis que j'ai enfant, puisque ma mère était entrepreneur. Qu'est-ce qu'elle faisait? Et elle a fait plein de choses, agence de pub, agence d'intérim également. Elle a eu des boutiques. Ah oui, donc elle a tout fait, quoi. Voilà. En tout cas, elle a fait beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Donc, du coup, les difficultés qui pouvaient... quand tu te lances comme ça et que tu es ado, tu dois déjà trouver, toi, ta personnalité. Et puis, tu es en face d'une femme qui a eu beaucoup de difficultés, qui se battait beaucoup pour justement que l'on mange. Elle a gagné très bien sa vie et puis plus. Donc on a eu les huissiers à la maison. Donc tu as quand même vécu aussi le côté entrepreneur, autant des bons côtés que des mauvais. C'est ça. Donc du coup, j'ai été formée très vite. J'ai eu une maturité très vite de la vraie vie, les difficultés. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Et en réalité, après coup, je l'ai analysé il n'y a pas très longtemps. Ma mère, elle était tellement forte dans l'adversité. Et quand ça allait bien, ça n'allait pas. Et je me suis rendu compte que je reproduisais ça. Donc, elle était plus à l'aise à se battre qu'à se reposer. Oui, c'est parce qu'en fait, elle était toujours prête à combattre. Ouais. Elle s'est dit, si ça va là, ça ne va pas aller demain. En même temps, préparons-nous. Toute seule. Ça crée un certain mental, un certain système de fonctionnement. Mais c'était une bonne chose, une mauvaise chose, ça, justement, qu'elle se prépare quand même à toujours se dire ça va aller vraiment mal demain? C'était une bonne chose parce que, en tout cas pour moi, ça m'a conditionné à être dans... moi, il n'y a pas de problème sans solution. J'ai été élevée dans ça. Et en même temps, apprendre à lâcher, apprendre à faire confiance et pas tout maîtriser. Dans ce cadre parfait, parfois dans lequel on peut s'enfermer, on va forcer les choses. On va bloquer d'ailleurs les pensées, on va être obsessionnel. Le fait d'apprendre au fur et à mesure, on peut faire confiance. Les choses vont aller, même si on n'a pas besoin de forcer les portes. En fait, ça se passe bien. Et c'est là où, du coup, tu t'épuises beaucoup moins. Ouais, le lâcher prise, quoi. Il y a le lâcher prise, oui, c'est ça. Et le lâcher prise, c'est vrai que c'est difficile à se dire
souvent on entend ça dans les développements personnels. Moi, j'ai fait beaucoup de développement. Enfin, je suis en psychothérapie depuis. J'ai testé psychothérapie, analyse, développement personnel beaucoup depuis mes 20 ans. Et évidemment, quand j'ai aussi perdu ma mère, j'avais 23 ans. Donc, du coup, toute cette difficulté-là, tu te dis, OK, en fait, soit j'en fais une force, soit du coup, je me victimise. Ouais, on dit Donc, souvent c'est toujours la force ou posture. faiblesse, et puis Oui. ça dépend ce que tu en fais, quoi. Exactement. Mais tu nous parlais de développement personnel et de lâcher prise. Pour toi, en quoi est-ce que ça t'a impacté au fait d'avoir toutes ces notions de développement personnel? Le passage à l'action et la curiosité. Le maître mot pour moi, ça m'a vraiment permis de... Après, c'est une question de comment j'ai été câblée, avec toutes mon parcours, l'histoire que j'ai eue dans mon enfance, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose que je sais aujourd'hui, c'est que je ne sais rien. Donc, la curiosité va me pousser à aller Est-ce au-delà. que tu crois justement à cet adage qui dit connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres? Est-ce que c'est. Toi qui as fait justement des psychanalyses et puis tu as fait beaucoup de développement personnel, c'est une vérité ça? Ou c'est vraiment Oui. une phrase qu'on utilise comme ça? Non. De par mon métier déjà, quand tu accompagnes les gens, tu dois avoir une posture. Donc, si tu ne travailles pas sur toi, tu oublies ce métier. Donc c'est une posture, c'est un travail que tu dois déjà avoir toi-même Oui. pour ensuite accompagner les... Et que tu fais au quotidien, en fait. C'est le travail sur soi est sans cesse. Tu veux continuer à accompagner des gens, sois bien câblé et donc travaille sur toi. Ça, c'est une... moi, j'ai accompagné plein de personnes qui changeaient, qui étaient en reconversion professionnelle, donc qui allaient vers les métiers du bien-être, des métiers d'aide. Il y a des personnes pour lesquelles elles n'étaient pas prêtes, clairement. Donc, Et ton accompagnement, il dure combien de temps? Eh bien, l'accompagnement, donc aujourd'hui, en fait, j'ai des accompagnements de 4 semaines. L'idée de la consultation ne me plaît pas parce que, du coup, j'ai besoin d'emmener les gens à avoir déjà tous les outils. Pour ça, c'est tout un cheminement parce que y a pour moi là la méthode que j'utilise, plusieurs bilans. Le bilan de neuronutrition qui va permettre de voir les déséquilibres au niveau du système nerveux, le bilan de naturopathie, le bilan de santé fonctionnelle. Je suis formée aussi en santé fonctionnelle qui permet en fait aujourd'hui de voir au niveau physiologie, au niveau des analyses biologiques, en gros ce qui se passe. Là, au niveau de la chimie des cerveaux, au niveau de la chimie des organes, voir c'est quoi au niveau des hormones, la micronutrition, en gros, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça ne fonctionne pas tant au niveau émotionnel, mental et physique. Donc ça, c'est une première difficulté que tu as eue, c'est déjà de te connaître. Et ensuite, c'était quoi la prochaine étape par rapport à ton évolution? L'expérience, Oui. le passage à l'action, le fait de tester les choses, les méthodes. C'est pour ça que quand j'ai été dans l'insertion, on a été très bien formés. Moi, j'ai eu une formation qui n'existe plus aujourd'hui, où on a été vraiment bien formés avec des outils qui mettent en place, qui cadrent une méthode déjà. Et on ne part pas dans tous les sens. L'idée, c'est d'emmener à un point A, d'un point A à un point B une personne, et surtout par rapport à elle. Donc il y a tout un cheminement aussi par rapport au travail du pourquoi on fait les choses, et pour donner du sens. Une personne qui va vouloir d'ailleurs perdre du poids ou qui veut avoir plus de motivation, pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que en réalité, l'effet, en psychologie, on parle de l'effet bénéfique secondaire est parfois prioritaire, parce qu'en réalité, on va se donner un objectif sur un motif, parce que mais en réalité, ça cache plein de choses derrière. Donc c'est toute le global sur lequel il faut travailler. Et cette méthode
l'idée, c'est vraiment, en fait, quel que soit, moi, je l'utilise comme ça, mais d'autres naturopathes auront d'autres outils. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre de façon pratico-pratique les choses et de façon très concrète pour gagner un temps précieux. D'accord. Moi, j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Donc, tu nous as expliqué que tu es née dans une famille, 4 sœurs, avec maman et grand-mère et ta mère qui décède à 23 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Et voilà, comment est-ce que tu en es arrivée à là où tu es aujourd'hui, quoi, à partir de ce moment-là? Alors, alors, c'est. J'ai une personnalité qui voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide déjà. Donc ça aide un petit peu dans la vie. Parce que donc à 23 ans, le jour de Noël, voilà, on passe le réveillon avec ma mère. Je me lève le matin, je la rencontre, je la découvre morte. Voilà. Donc, Le jour de Noël? Le jour de Noël, oui. Donc c'est une symbolique, voilà, déjà qui. Ah oui, c'est plutôt choquant, oui. Oui, c'est plutôt choquant et c'est vrai que c'est un vrai choc, vraiment un vrai choc. J'en parle aujourd'hui avec plus de sérénité, bien évidemment, d'où le fait de l'avoir travaillé aussi sur moi, sur les émotions, parce que du coup... Elle était souffrante? Eh ben non, même si elle avait des problèmes de santé, mais en réalité, non, il n'y avait rien de... Dans la famille, voilà, on a tous des antécédents familiaux, des problèmes cardiovasculaires, des choses comme ça. Donc oui, elle avait des problèmes... Donc un matin, elle ne s'est pas levée. Elle ne s'est pas réveillée. Voilà, donc elle s'est réveillée, mais voilà, elle s'est rendormie en fait, et pour toujours. Donc de là, de façon très pratico-pratique, moi j'ai été dans l'automatisme, dans le côté très robotique. J'avais mon fils de 10 mois qui m'attendait pour son biberon, donc en fait, voilà, j'ai été dans des actions vives où il fallait préparer le biberon. J'ai demandé à mon beau-frère d'appeler tout de suite les pompiers. Ma nièce était au-dessus à dormir avec elle, donc je l'ai emmenée ailleurs, parce que mes autres sœurs étaient là. Et donc je l'ai emmenée ailleurs, là où ma nièce, elle pouvait ne pas voir justement sa grand-mère. Et donc, de là, il faut gérer, en fait, l'urgence. Donc tu laisses l'émotionnel. Là, c'est très... Oui, c'est très dans l'actionnable et dans le... Oui, tu réfléchis dans pas. l'action immédiate. Tu mets tes émotions de côté et tu fais ce que tu dois faire, quoi. Absolument, oui. Et en fait, c'est là où le mental est assez puissant, parce que j'ai fait partir ma mère en vacances pendant 1 an après ça. Je me suis réveillée un jour, j'étais dans mon appart, et donc c'était un an et demi après. Et là, je vois Colombo à la télé, et elle adorait Colombo. Et donc là, je me dis, ok, je vais appeler maman pour lui dire qu'il y a Colombo qui passe. Donc, et là, je prends le téléphone et je me dis, ok, je tape le numéro 1. Et là, je me dis, ok, non, il y a un problème. Tu as un problème. Là, tu as même pas fait le deuil. En fait, tu es en train de découvrir qu'elle est plus là. Donc, du coup, tu t'effondres. C'est presque un peu comme un burn-out, hein, mais on parle beaucoup de burn-out aujourd'hui. Ça reste très physiologique, où on tombe en fait vraiment d'épuisement. Là, c'était vraiment comme une dépression, où tu réalises, et là tu te dis il va falloir que je travaille sur moi. Il va falloir que je travaille sur le deuil. Et toute cette résilience qu'on nomme, la résilience, c'est le fait de mettre en place des choses et d'aller de l'avant, d'avoir des outils, de les transformer, en fait. Transformer cette douleur, et qu'est-ce que je peux en faire? Quelle force je peux la traduire et la transformer, voilà. Donc, du coup, j'ai transformé tout au long, depuis mes 23 ans, en fait, j'ai transformé cette souffrance en outil pour moi-même. Donc, est-ce que tu penses que ce décès t'a poussé à faire plus d'études psychologiques et de développement personnel Ça accentue encore plus. Ça accentue encore plus.
Le fait de guérir les gens, le fait de les aider, c'est aussi lié, tu penses ou... Façon de Alors, toi aussi Ouais, je pense que la naturopathie n'est pas un hasard, parce que déjà petite, je me satisfaisais pas de ce que le médecin pouvait dire, ou même ado, adulte, prenez ça. Oui, sauf que ça fait 4 fois que je viens, je prends le petit médoc et ça, je ne comprends pas. Et donc j'ai toujours eu cette quête de sens, de comprendre les choses, et le fait d'arriver vers la naturopathie. Donc, en fait, j'ai compris pourquoi. Je dis ok, en fait, il n'y a pas de hasard. Et effectivement, pour moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. La compréhension que j'ai des choses aujourd'hui me donne une certaine sérénité, surtout que quand, voilà, je vous disais, il n'y a pas de problème sans solution. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de problème sans solution. Dès l'instant où, en fait, tu es à la bonne place, tu as ton pourquoi, qui a du sens, la compréhension, tu as le choix aujourd'hui d'y aller ou pas. Même si tu n'y vas pas, c'est OK, mais c'est conscient. Et c'est toute la transformation d'être dans le conscient et d'être dans la responsabilité. Est-ce qu'il y a des solutions pour tout? Est-ce que toutes les personnes qui viennent te voir, j'imagine que tu fais un point, je ne sais pas, toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas. Alors, Mais, ça peut être sur 3 mois, toutes les semaines. Est-ce qu'il y a un résultat pour tout? Est-ce que quand les gens viennent te voir, tu dis oui, c'est possible, vous allez y arriver? Alors, le fait de dire, souvent on peut dire, oui, la guérison, je suis qui moi pour dire, non, moi je guéris personne. Moi je mets en place des outils pour que les personnes passent à l'action. Voilà. Des solutions, il y en a pléthore. Il y en a des multitudes dans tous les domaines, et toutes ces techniques-là en fait sont complémentaires. Et c'est là où, du coup, nous, on est un petit peu les chefs d'orchestre du bien-être. Et on est complémentaires vraiment avec les professionnels de santé, parce qu'on va avoir en fait d'autres observables pour mettre en place des solutions, mettre en place des choses en allant plus loin sur les différents plans. Quand on est surspécialisé aujourd'hui dans notre médecine, ou on s'est spécialisé dans le petit doigt gauche, le truc c'est que quand on remet le truc en place, la tête est attachée au corps. Quand il y a un problème au pied, il y a forcément un problème à la tête. Là, on fait un travail vraiment global. Et là, on va avoir une compréhension. Et l'alimentation, il joue aussi beaucoup. Ah, évidemment, alors bien sûr. Parce qu'on parle beaucoup, tu sais, de OGM, des produits chimiques, etc. Est-ce que tu penses que la civilisation et puis les choses qu'on peut manger peut jouer contre ou avec nous? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça et qu'on vient à revenir aux petits commerçants et se dire on va acheter nos tomates, enfin quand c'est possible évidemment, à côté de chez soi et pas en supermarché. Mais c'est tout le bon sens et la logique dans lequel on veut aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont cette quête de bon sens. Et en fait, l'alimentation, comme tu dis, Tocine, c'est vraiment le fait, oui, tu es ce que tu manges, que ton alimentation soit ton premier médicament. C'est très juste, parce que déjà, on a un environnement qui n'est pas fait pour nous. On est dans des biorhythmes, dans des rythmes effrénés. Il y a des personnes qui sont plus du matin, plus du soir. En fait, non, il n'y a pas le choix. Il faut se lever de façon de bonne heure. Le matin, le gamin, on le lève à pas d'heure pour qu'il reste assis toute la journée. C'est pas naturel, c'est pas normal. L'alimentation aujourd'hui, si on veut être bien câblé au niveau de nos cerveaux, il faut qu'il y ait cette petite étincelle électrique qui passe. Cette étincelle électrique, elle a besoin de carburant, au même titre que une voiture. Si tu mets de l'essence dans une voiture qui a du gasoil, ça va pas le faire. Si l'huile n'est pas bonne non plus, c'est pas bon. Donc ça, c'est effectivement quelque chose déjà d'essentiel. On va tous ouvrir nos petits potagers. Comme ça, on va vivre longtemps et en bonne santé. Je voulais revenir sur quelque chose dont tu as parlé. Après, on est passé à autre chose. Tu parlais de la place des hommes dans ta vie. Je pense qu'on est la génération qui a, comparé aux générations précédentes, après je ne sais pas pour les suivantes, qui a eu le plus de pères absents. Et ça a eu des conséquences.
Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous regardent qui ont eu ce cas de figure. J'aimerais en savoir plus parce qu'aujourd'hui, tu es mariée. Donc, Pas mariée, mais voilà, je suis tu es en couple. couple. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement et de la place que tu penses que les hommes occupent dans la société? Parce que c'est important d'en parler aussi. J'ai la chance de côtoyer des hommes qui sont rattachés à leur cœur. Donc, c'est déjà en fait essentiel. Attends, quand tu parles de rattacher à leur cœur, ça veut dire quoi? Ils ne pensent pas qu'avec leur tête. Ils D'accord. ne sont pas que dans le mental. Ils ne sont pas que dans ce qu'on attend d'eux. Un Nicolas, quoi. Non, justement, Nicolas, il est. Oui, justement, il est rattaché ouais, à son cœur. Il est rattaché. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est un Nicolas, oui, absolument, qui est rattaché au cœur et qui exprime les émotions. C'est la difficulté aujourd'hui, je pense, que dans la société où en fait, on est conditionné. Moi-même, au niveau de l'éducation, au niveau de, j'ai une éducation de femme très dure, où il ne fallait pas pleurer, où il ne fallait pas exprimer ses émotions. On a pas mal. Ah oui, donc finalement, comme un femme, homme, quoi. mais comme un homme, oui. En fait, on t'a donné toutes les cartes pour devenir un homme. Exactement, oui. Et donc, c'est là où on se plaint pas. Ça a créé des blocages Ça crée des blocages parce que tu n'es pas rattaché à ton cœur. Au niveau des émotions, tu vois, en fait, même au niveau du couple, quand tu ne communiques pas avec tes émotions, non, tu vas être dans la culpabilité, tu vas être dans le reproche. Et c'est là où, en plus, on n'est pas câblé. Pour ça, on n'est pas formé à ça. On ne nous apprend pas à communiquer comme ça. Donc, en vrai, déjà, si tu arrives à bien te placer dans la société par rapport aux hommes, là, du coup, et puis ton pourquoi tu es là, à quoi tu sers. C'est quoi bien se placer par rapport aux hommes? Bien se placer par rapport aux hommes, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Souvent, on me dit, parce que je suis dans un réseau féminin, t'es féministe. Oui, de limiter, tu veux dire... D'être très extrémiste. Oui, parce que tu es dans un club féminin, donc tu es féministe. Exactement. Alors que, non. Donc la bonne place, c'est le bon dosage aussi par rapport à moi, ce que je veux et qui je suis. Moi, je suis Angélique et je suis aussi Jean-Jacques. Je fais mon Robert. T'as ton énergie masculine, quoi. Voilà, exact. J'ai mon énergie, effectivement. Angélique. Enchantée. Alors là, ce matin, on a qui? Jean-Jacques, Angélique, les deux. Ça dépend. T'as les deux. C'est toute ma force aussi parce que j'ai cette part de féminité que j'ai développée au fur et à mesure quand je suis devenue femme. Et en même temps, j'ai pas peur, comme un homme, de dire merde, tu me fais chier. Parce que les hommes s'autorisent aussi ça. Un peu plus peut-être que les femmes, je trouve. Les hommes, je pense que sont un peu plus eux-mêmes parce qu'on leur donne aussi cette place. C'est vrai. Ouais. Nous, on nous élève, tu ne dois pas faire ça, une femme ne fait pas ça, alors que c'est d'abord un être humain. Oui. Mais qu'est-ce que tu dirais à une fille qui est garçon manqué? Elle est une ado, ou peut-être plus âgée ou peut-être moins, et elle est garçon manqué comme toi, elle est dans son Jean-Jacques. Oui, reste dans ton Jean-Jacques et de toute façon, plus tu vas être dans ton cœur, plus tu vas en fait développer ta part de féminité qui est vraiment tous en nous, hein. Le yin et le yang que l'on parle souvent, en fait, c'est toute notre part en fait complexe. Qui est aussi tellement riche à apporter. Et c'est là où on va avoir le bon dosage à un moment donné, les bonnes ressources au bon moment. Donc, qu'elle se reconnecte à son cœur. Qu'elle se reconnecte à son cœur. Sa féminité va revenir. Qu'elle apprenne vraiment à bien se connaître qui elle est et pas ce que l'on veut d'elle. Parce qu'on peut avoir un conditionnement à se dire... comme cette femme que j'ai accompagnée à 55 ans, qui était une vraie sanguine, qui avait un feu en elle, qu'elle voulait exprimer, et en fait, elle a été conditionnée à être à la bonne place. Non, donc elle bouillonnait de l'intérieur. Et elle bouillonnait de l'intérieur, oui. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de trouver le dosage, l'expérience de vie, les rencontres que l'on fait nous apprend à doser aussi. Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour des gens justement qui découvrent ça, qui découvrent aussi ton activité, des choses actionnables tout de suite sur des bonnes pratiques où
tu sais, on se pose toujours la question de savoir, mais ok, est-ce qu'on peut manger, si on peut pas manger, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, clairement, premier truc, c'est vraiment apprendre à bien se connaître, avoir la curiosité de bien se connaître et pas être une autre personne. Moi, souvent dans l'adolescence, j'ai grandi dans l'ombre de ma sœur. Ma sœur était qui est au-dessus de moi, donc qui est blonde aux yeux bleus. Elle est magnifique, elle est belle. Je suis hyper émue en parlant d'elle parce que je voulais m'identifier à elle. Sauf que moi, j'étais pas elle. Et en fait, je suis devenue moi, avec ma propre personnalité. Je me suis autorisée à dire les choses. Et en même temps, du coup, ça, le fait d'être curieuse, d'apprendre vraiment qui j'étais, c'est quoi mes carences, c'est quoi mes difficultés, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, comme on disait tout à l'heure, et ben en fait, je vais les utiliser. Donc, deuxième tips, pratico-pratique, un bilan de neuronutrition, pour moi, c'est vraiment en fait la cartographie qui va te permettre de voir au niveau de la chimie de tes cerveaux, c'est quoi qui ne va pas aujourd'hui. L'étincelle qui te manque, qui est ralentie, qui a un impact sur ta santé physique, mentale et émotionnelle, ben voilà, c'est quoi la cause? Là déjà, ok, on va avoir des marqueurs très précis pour ensuite mettre en place des choses au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, traduire bon nombre de choses au niveau du quotidien, au niveau des routines. Ah, ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est bon. Ça continue, au contraire. Et toujours relier aux personnes ce qu'elles aiment faire. On doit faire ça à une certaine fréquence, bilan neuronutritionnel. Oui, le bilan de neuronutrition peut se faire une fois, mais dans la régularité, en fait, c'est là où tu vois tes marqueurs. C'est un super outil pour te dire motivation. La bonne intention que j'ai voulu avoir en début d'année, reprendre le sport, faire un régime qui ne sert à rien d'ailleurs. On a le seul régime qui est bon, c'est celui qui nous va bien et on l'a pour toute la vie. Du coup, ça va nous permettre, en fait, ce marqueur à faire 4 semaines après, toutes les 4 semaines ou 3 mois plus tard, va nous permettre de dire « Waouh, mais c'est super !» parce que non seulement je le vois au niveau du bilan de neuronutrition que ça va beaucoup mieux, mais je le ressens. Donc, c'est un outil qui permet de garder la motivation, de garder son engagement aussi. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de jeûne, de régime, Intermittent. de plein d'autres choses dont j'ai oublié, mais on est complètement perdu. Il y a tout et son contraire sur Internet. Moi-même, quand je veux avoir une information rapidement, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des trucs qui disent qu'il ne faut pas boire trop d'eau. Est-ce que tu crois que tout est fait justement pour qu'on soit complètement paumé, qu'on ne sache pas vraiment par où aller, commencer la multitude. Internet a tellement donné accès à l'information que du coup, là, on a donné accès aussi. C'est de la surinformation et finalement, on n'arrive pas à détacher du vrai du faux. C'est ça. Oui. C'est pour ça que du coup, il n'y a pas de mauvaise méthode. Je pense que c'est la méthode, comment elle va être entreprise, axée, la personne qui va aussi œuvrer dans cette méthode-là, qui va aussi former la personne, qui va donner les bons tips. Donc, l'idée, c'est toujours avoir une cohérence par rapport au pourquoi de la personne, qui elle est. Il n'y a pas besoin de transformer, évidemment. On peut révolutionner une vie, on peut révolutionner une personne. Moi, je sais que je suis très contente, mais quand j'arrive à permettre à une personne d'atteindre ses objectifs. Mais l'idée, c'est que moi, j'ai planté la graine. Tu n'es pas prêt là aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, en fait, tu auras davantage. Ouais. Et tu aurais quelques conseils, peut-être de livres ou d'autres choses, de supports, si les gens sont intéressés plus en détail sur cette expertise? Alors, la neuronutrition, il y a très peu de personnes qui en parlent. Aujourd'hui, il y a un centre de formation qui est le centre de formation, donc l'organisme SIN, c'est un groupe de médecins qui forment à la nutrition, à la micronutrition et à la neuronutrition, qui ont eu cette intelligence d'avoir cette vision holistique.
cette vision aussi globale. Parce que quand on commence à s'intéresser au cerveau, forcément, on va s'intéresser aussi aux intestins. Donc, les intestins, quand on s'y intéresse, c'est aussi la peau, parce qu'elle est productrice de neurotransmetteurs. Voilà, ces petits livreurs de messages qui passent de neurone en neurone pour donner la bonne information. Donc, il n'y a pas réellement de bonne lecture au niveau de la neuronutrition. Par contre, tout ce qui va être en santé fonctionnelle, là, au niveau aussi, le centre de formation qui est DFM Formation, où ils vont avoir des publications scientifiques avec vraiment aussi une version, une vision naturelle, une vision aussi globale, va être intéressante. Donc, l'idée, toute source pour apprendre à mieux se connaître par rapport au développement personnel, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions pour avoir le cheminement et arriver en fait au passage à l'action, expérimenter les choses, tester, être curieux. Donc il n'y a pas réellement de support ou en tout cas de contenu qui pourrait être... Alors moi, je suis une quiche au niveau cinématographique et au niveau support littéraire. Mais si tu n'en as pas, comment on peut te contacter? Comment on peut... Oui, je pense... Justement, si les gens sont intéressés par ce que tu fais, par ce que tu peux apporter, les gens peuvent te contacter comment? Alors, je suis sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai Instagram, j'ai LinkedIn. Donc, ton nom... Donc, Angélique Bigot, LinkedIn, voilà. J'ai du coup le projet que je lance qui est My Neuronutrition, qui est lancé depuis quelques temps maintenant, mais voilà, qui est délivré davantage. On mettra tout ça dans les liens que vous pourrez trouver en description. Oui, mais rien que le fait de taper des mots-clés comme neuronutrition, santé fonctionnelle, va avoir déjà... Il y a plein de publications, il y a plein d'infos au niveau dessus. Oui. D'accord, super. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'était très intéressant. C'est vrai que la nutrition et surtout ton activité est quand même très peu connue. Encore une fois, j'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment, que vous avez appris plein de choses. C'est maintenant la fin de notre podcast Survivor. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Et puis évidemment, nous sommes encore plus nombreux. Vous êtes encore de plus en plus nombreux à participer à ce podcast. Et puis je vous en remercie. On est maintenant disponible donc sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Donc si vous êtes dans la voiture ou dans un endroit où vous ne pouvez pas mettre la vidéo, vous pouvez nous écouter. Ça sera évidemment toujours appréciable, d'autant qu'on a des invités chaque semaine, donc tous les vendredis, une nouvelle vidéo sera diffusée. Sur ce, je vous dis à très vite.